Bonjour Olivier Faure. Bonjour, Jeffy Timbert. Merci de réserver à Et France meilleurs 2. vœux. Et merci de réserver à France 2 vos bonne année également. Vos premiers propos cette année en 2026, vos premières déclarations. On le disait dans le journal, la France ne signera pas l'accord avec le Mercosur, mais cet accord sera signé quand même. Est-ce que vous estimez qu'Emmanuel Macron est dans une impasse? Comment faire pour calmer la colère des agriculteurs? Comment faire plus que refuser le traité qu'ils rejettent eux-mêmes? D'abord dire que les agriculteurs ont raison. Ont raison de dénoncer un accord qui est un accord qui a été commencé à négocier depuis de très longues années, depuis 25 ans, et qui est totalement anachronique. C'est un accord qui exige de nos agriculteurs, de nos éleveurs, eh bien, une concurrence qui est parfaitement déloyale. Ils sont concurrencés par des gens qui n'ont pas les mêmes normes sur les pesticides, sur le bien-être animal, sur toute une série de sujets qui sont imposés aux nôtres. Tout ça, la France Bien le dit. sûr, mais la France a raison de le dire, et je soutiens le fait que, effectivement, la France doit voter contre. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi saisir la Cour européenne de justice, le faire à la fois par le gouvernement français, mais le faire aussi par le Parlement européen. Ça suppose que maintenant, les groupes parlementaires, notamment français, se mettent ensemble pour réclamer en fait ce recours qui serait suspensif et qui permettrait de gagner 18 mois pendant lesquels on pourrait à nouveau travailler sur ce traité de Mercosur. La grande majorité des pays européens vont donc se mettre d'accord aujourd'hui sur ce traité. Donc il n'y a pas de minorité de blocage car à part la France, il y a 4 autres pays, mais ça ne suffira pas. Donc dès lors, L'Italie a lâché, oui. dès lors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une fatalité pour l'adoption de ce traité qui fait que la France, malgré ce que vous venez de dire, ne pourra pas y faire grand-chose? Mais c'est bien pour ça qu'il faut déposer ce recours, permettre donc de gagner 18 mois et de faire en sorte que nous puissions continuer à négocier et interrompre un processus qui est un processus Donc vous y croyez délétère pour l'agriculture française. Alors Emmanuel Macron vous a annoncé sa décision hier, non pas personnellement, mais vous étiez en compagnie d'autres chefs de parti pour une réunion consacrée à l'Ukraine et au futur déploiement de forces françaises, notamment, qui seront déployées là-bas le jour où il y aura un cessez-le-feu, avec, a priori, la présence des Américains pour sécuriser en quelque sorte la frontière, future frontière qui pourrait exister sur la ligne de front actuelle. Est-ce qu'il faut faire confiance à Donald Trump? Est-ce que vous êtes ressorti convaincu de ce que vous a dit le président Macron? Alors la première réponse, c'est est-ce qu'il faut faire confiance à Donald Trump? Absolument pas. On le voit, Donald Trump l'a dit lui-même hier, sa seule morale, c'est sa propre conscience, et il considère qu'il peut s'affranchir du droit international. Sur l'Ukraine, il a tellement varié que ce serait folie que de considérer qu'il y a là une garantie absolue. Ce que j'observe en revanche, c'est que dans cette coalition des volontaires, il y a l'émergence de quelque chose, avec des Européens, accompagnés par les Britanniques, les Canadiens, qui ont décidé de prendre leur destin en main et de faire en sorte qu'il y ait la possibilité de garantir la sécurité de l'Ukraine le jour où, et nous en sommes encore loin, puisque Poutine n'a pas donné le moindre signe de sa volonté de signer un traité de paix ou même d'avoir vous avez un cessez-le-feu. senti un optimisme de la part d'Emmanuel Macron hier? Pas particulièrement. En fait, la réalité, c'est que chacun sait bien aujourd'hui que Poutine cherche à gagner du temps pour pouvoir aller plus loin et il est très loin d'avoir accordé le moindre signal qui laisserait penser qu'on arrive à cesser le feu. Et ce que cette coalition des volontaires a mis en place, ce sont des garanties pour le jour où il y aurait un traité de paix. Pour l'instant, on en est très très loin. Un autre mot sur Donald Trump. On est presque une semaine après l'intervention au Venezuela et la capture de Nicolas Maduro. On voit que son action divise même la classe politique française. On entendait hier le chef des Républicains, Bruno Retailleau, dire que dans cette opération, les États-Unis étaient en état de légitime défense. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump fait un peu ce qu'il veut et certains trouvent ça normal? Oui, et c'est une folie gravissime de voir une partie de la droite française s'aligner aujourd'hui sur Donald Trump, accepter que le droit international soit totalement bafoué. Parce que la réalité de cette histoire, c'est que ce sont les peuples eux-mêmes qui se libèrent. Et on peut évidemment accepter l'idée que Nicolas Maduro était un dictateur. Voilà, vos anciens alliés de la France insoumise n'ont pas voulu le dire, que c'était un dictateur. Ça l'était. Et donc, y compris, la Cour pénale internationale avait entrepris une action pour crime contre l'humanité contre Nicolas Maduro. Donc, il n'y a aucune forme de clémence à accorder pour Maduro. En revanche, avoir un pays qui intervient dans un autre pays
pour capturer, pour enlever un président en exercice et au défi de toutes les règles internationales, de la Charte des Nations Unies et de toutes les règles de souveraineté des États, c'est une folie. Et donc, il y a là, forcément, nécessité de marquer des limites. Et je ne comprends pas que Bruno Retailleau ait fait le choix de dire qu'il s'alignait sur les États-Unis de Trump, car les conséquences seront fâcheuses. Et on le sait, toute l'histoire montre que partout où les États-Unis sont intervenus contre les peuples, contre les règles internationales, eh bien, ils ont fini par partir parce que on ne s'impose pas de cette façon-là à un peuple. Allez, on change de sujet, Olivier Faure. On est en pleine discussion encore sur le budget qui vient de revenir en commission à l'Assemblée nationale avant un débat revenant dans l'hémicycle. On va droit au but. Il y aura peut-être, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, l'a laissé entrevoir, un 49.3. Qu'allez-vous faire s'il y a un article 49.3 avec un dépôt d'une motion de censure? Je ne sais pas s'il y aura un 49.3. Ce que je sais, c'est que le gouvernement aujourd'hui est dans une situation où le dialogue est rendu impossible par toute une série de personnes, de groupes politiques qui se refusent à tout dialogue. Or, que se passe-t-il? Nous n'avons pas de majorité absolue à l'Assemblée, ni les uns ni les autres. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté, les socialistes ont accepté de dialoguer avec le gouvernement pour parvenir à un budget de la sécurité sociale. Et nous avons évité à cette occasion... Tout court. Oui, à cette occasion, je vous presse un petit peu parce que vous savez que l'émission... Je sais bien que c'est court, mais enfin, je veux quand même expliquer des choses. Il faut que vous nous disiez ce que vous ferez s'il y a un article 49.3 et une motion de censure, Olivier Faure. S'il y a une motion de censure, eh bien, nous verrons ce que nous ferons à ce moment-là en fonction de ce que sera la copie du gouvernement. Moi, mon problème, c'est pas de savoir quelle est la modalité d'adoption. Ma question, c'est de savoir ce qu'il y aura dans la copie. Si la copie est mauvaise, nous censurerons. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un engagement de non-censure alors que vous avez, si vous me passez l'expression, topé avec le gouvernement sur la sécurité sociale. Vous seriez prêt à le censurer, comme vous venez de le dire, sur le budget. Mais l'évidence, c'est qu'on ne peut pas, il faut que les Français comprennent que nous avons jusqu'ici négocié un compromis sur le PLFSS. Ça n'était pas notre budget, ça n'est plus non plus celui du gouvernement. Mais nous avons évité de grands drames pour les Françaises et les Français, notamment dans l'accès aux soins. Et nous avons permis la suspension de la réforme des retraites. Et maintenant, sur le budget de l'État, il faut arriver à faire en sorte que, notamment, je pense aux plus jeunes, je pense au pouvoir d'achat, je pense à la question de la transition écologique. Il faut que sur ces points-là, par exemple, il y ait des avancées. S'il n'y en a pas, évidemment, nous ne pourrons pas accepter de laisser passer un budget de cette nature. Eh bien, vous l'avez dit ce matin, c'est clair. Merci beaucoup, Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et premier secrétaire du Parti socialiste. Dites-le. Ça supposerait, plutôt qu'un 49.3, que les forces politiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre au Parlement acceptent de dialoguer. Quand je vois que de Bruno Retailleau jusqu'à la France Insoumise, il y a des gens avec le RN, etc., qui refusent toute forme de dialogue, ils rendent évidemment la main au gouvernement, ce qui n'est pas mon cas. Eh bien, c'est entendu ce matin. Merci beaucoup encore et c'est la suite de Télématin. Merci.